Mon père m'a coupé les ponts parce que je suis resté avec ma fille aux soins intensifs au lieu d'organiser la fête de fiançailles de ma sœur, alors j'ai mis fin à ma relation avec eux aussi. Salut à tous sur le forum. Pendant des années, ma famille m'a traité comme son homme à tout faire et son portefeuille personnel. J'ai finalement dit que c'en était assez, je me suis concentré sur ma fille et j'ai coupé les ponts avec eux. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, mais ils avaient d'autres projets. Avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. Je suis Nicolas Lambert. J'ai 36 ans, je suis professeur de physique au lycée et père célibataire. Ma femme, Léa, est décédée le jour de la naissance de notre fille. Depuis, il n'y a que Maëlle et moi. Elle a 12 ans maintenant. Intelligente, sarcastique et obsédée par l'espace. Ma famille, c'est compliqué. Mes parents, Gérard et Hélène, pensent toujours que le respect signifie faire tout ce qu'ils disent. Ma sœur cadette, Chloé, est leur préférée depuis sa naissance. J'ai passé la majeure partie de ma vie à être celui qui était responsable. Ce matin-là, le couloir devant les soins intensifs ressemblait à une autre planète. Silencieux, froid, rempli de machines qui bourdonnaient derrière des portes closes. Les infirmières passaient comme des fantômes, calmes mais affairées. J'avais passé toute la nuit là. Maëlle avait été admise pour une grave crise d'asthme qui s'était transformée en quelque chose de pire. Ils ont parlé des insuffisances respiratoires et des états critiques, et mon cerveau a simplement cessé de mesurer le temps. Après ça, je me suis assis contre le mur, observant le moniteur à travers la vitre. Le bip était régulier maintenant. Plus tôt, c'était le chaos. Je murmurais les comptes de sa respiration sous mon souffle. Inspire. Expire. Comme si tenir le score pouvait l'aider d'une manière ou d'une autre. Mon café était froid. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. C'est à ce moment-là que mon téléphone a de nouveau vibré. La 3e fois ce matin-là. Je n'ai même pas eu besoin de vérifier. C'était mon père. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu « ouais ». Sa voix est sortie sèche, comme s'il était déjà en plein milieu d'une dispute. « Nicolas, je n'arrête pas d'appeler. » « Tu n'as pas répondu. »« Je suis à l'hôpital. » J'ai dit « Maëlle est aux soins intensifs. »« Je sais », a-t-il dit. « Et je suis désolé, mais nous devons parler de la fête de fiançailles de Chloé. C'est demain. Nous installons tout aujourd'hui et ta mère ne peut pas tout soulever toute seule. Tu étais censé t'occuper du traiteur. » J'ai cru que j'avais mal entendu. « Papa, elle est sous assistance respiratoire. »« J'en suis conscient, » a-t-il dit sèchement. Mais les obligations familiales ne disparaissent pas comme par magie. Chloé a travaillé dur pour ça. Et ta mère est dans tous ses états en essayant de tout préparer. J'ai fixé le carrelage, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait prononcer ces mots à voix haute. Je ne peux pas partir, ai-je dit. Son état est critique. Je ne vais pas laisser ma fille pour accrocher des guirlandes. Il a soupiré. Ce long soupir irrité que j'avais connu toute ma vie. Tu as toujours une excuse. Chaque fois que la famille a besoin de quelque chose, tu disparais. Tu te crois meilleur que tout le monde parce que tu as ton petit travail et ton histoire tragique. Ma voix est restée égale. Tu m'as appelé pendant que ma fille se bat pour respirer. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais dire? Tu aurais pu dire oui, a-t-il lancé sèchement. Tu aurais pu venir. Tu crois que tu es le seul à avoir des problèmes? Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence s'est étiré. Je pouvais entendre quelqu'un pleurer doucement au fond du couloir, un moniteur biper plus vite, une infirmière dire « dégagez ». Tout en moi était épuisé. Je ne discuterai pas de ça, ai-je dit finalement. Si tu ne peux pas être là pour la famille, a-t-il dit, sa voix se durcissant, ne t'attends pas à ce que la famille soit là pour toi. Fais ce que tu as à faire, lui ai-je dit. Mon ton m'a surpris moi-même, calme, comme si les mots n'avaient aucun poids. Il a fait une pause, puis l'a dit. Alors tu es renié. J'ai attendu une seconde, surtout pour voir s'il dirait quelque chose d'humain après ça. Il ne l'a pas fait. Bien, ai-je dit et j'ai raccroché. Pas de cris, pas de sermon. Juste fini. Pendant quelques secondes, je suis resté assis là, à regarder mon reflet sur l'écran du téléphone, comme si quelqu'un avait enfin arrêté un bruit qui jouait depuis des années. J'ai ouvert mes contacts, j'ai fait défiler jusqu'à son nom et j'ai appuyé sur « bloquer ». Puis j'ai fait de même pour le numéro de la maison.
Une infirmière est passée et m'a souri poliment. J'ai hoché la tête en retour, j'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis levé. Mes jambes étaient raides mais stables. À travers la fenêtre des soins intensifs, Maëlle était petite sous tous ses fils. Ses cheveux, attachés en arrière avec une pince d'hôpital, son visage pâle mais paisible. Des machines respiraient pour elle à un rythme lent, le son régulier et presque hypnotique. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai pris sa main et je me suis assis à côté d'elle. Ses doigts étaient chauds maintenant. Ils avaient été froids quand nous sommes arrivés. Le médecin avait dit qu'elle était stable, mais chaque bip ressemblait encore à une respiration retenue. J'ai écarté ses cheveux de son front et j'ai murmuré, « Tu n'es pas seule, ma puce. Je suis juste là. » Elle n'a pas bougé, mais j'ai continué à parler quand même des étoiles qu'elle aimait, du projet scolaire sur lequel elle travaillait, de ce film de science-fiction idiot que nous n'avions pas fini. J'ai parlé jusqu'à ce que ma voix se stabilise à nouveau. Je me suis adossé à la chaise, observant la lente montée et descente de sa poitrine, et j'ai senti la première bouffée d'air pur que je prenais depuis des années. Quand l'adrénaline est retombée, mon esprit a commencé à fouiller dans de vieux souvenirs, comme s'il essayait de comprendre comment j'avais atterri ici, assis seul dans une chambre d'hôpital avec la voix de mon père résonnant encore dans ma tête. Je suppose que ça a commencé tôt. Quand j'avais 12 ans, aider à la maison ne signifiait pas faire des corvées ou sortir les poubelles. Ça signifiait faire les choses que mon père ne voulait pas faire. Si la tondeuse tombait en panne, je la réparais. Si les gouttières débordaient, je grimpais là-haut. Si maman avait besoin de courses, je traversais la ville à vélo et je les ramenais à la maison dans mon sac à dos. On ne demandait pas. C'était simplement attendu. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu mon premier travail dans une station-service. Je pensais que j'aurais enfin mon propre argent. 2 semaines plus tard, papa a demandé la moitié de mon salaire pour les factures. Cette moitié n'a jamais cessé d'être la moitié. À 18 ans, je payais la facture d'eau parce qu'il avait oublié. À 20 ans, je réparais son camion le week-end et je couvrais le loyer en retard de ma sœur parce qu'elle avait juste besoin de quelques jours. Chloé avait 7 ans de moins et était tout le contraire de moi. Là où j'étais celui qui faisait les réparations, elle était celle qu'on sauvait. Si elle accidentait une voiture, papa payait la dépanneuse et accusait la route. Si elle échouait à un cours, maman disait que le professeur était trop dur avec elle. Si elle pleurait, toute la maison se figeait jusqu'à ce qu'elle sourie à nouveau. Quand je l'ai confrontée une fois à propos de ses dépenses, elle a ri. « Tu es juste jaloux que les gens aiment m'aider. » Cette phrase m'est restée en tête pendant des années. Ma mère avait sa propre version du contrôle, la culpabilité émotionnelle enrobée de gentillesse. Chaque fois que j'essayais de dire non, elle disait « Tu es le seul sur qui nous pouvons compter. » Si je n'aidais pas, elle devenait silencieuse pendant des jours, en faisant claquer les casseroles dans la cuisine ou en soupirant assez fort pour que je l'entende depuis ma chambre. Ce n'était jamais des cris. C'était de la déception. Et d'une certaine manière, ça faisait encore plus mal. Alors, j'ai appris tôt, dire oui maintenait la paix. Dire non faisait de moi le problème. Quand je me suis marié, les choses ont un peu changé. Elle a vu comment ma famille fonctionnait et l'a appelé par son nom. Ils ne veulent pas d'aide, Nicolas, a-t-elle dit un jour. Ils veulent le contrôle. Je ne la croyais pas à l'époque. Je pensais qu'être fiable faisait simplement partie de ma nature. Puis Maëlle est née, et Léa n'est jamais rentrée de l'hôpital ce jour-là. Tout a de nouveau changé. Au début, mes parents ont agi comme s'ils voulaient me soutenir. Ils ont emménagé pendant quelques semaines pour aider avec le bébé. Il a fallu environ 3 jours avant que les critiques ne commencent. Mon père m'a dit que je tenais mal Maëlle. Ma mère a dit que je ne lavais pas bien les biberons. Chaque suggestion venait avec un ton qui sous-entendait que j'échouais déjà. Quand je leur ai demandé de me laisser un peu d'espace, ils m'ont traité d'ingrat. Nous avons perdu Léa, nous aussi, a dit ma mère. Tu n'as pas le droit de nous repousser. Je les ai laissés rester plus longtemps que je n'aurais dû, en partie parce que j'avais peur, en partie parce que j'étais épuisé. Mais plus ils restaient, plus cela devenait clair, ils n'étaient pas là pour moi ou pour Maëlle. Ils étaient là pour se sentir utiles. Finalement, je leur ai dit de partir. Mon père l'a pris comme une trahison. Ma mère a pleuré pendant 1 heure et a dit, « Tu le regretteras quand elle sera plus grande. » Ils ne sont pas revenus nous voir pendant des mois. Et quand ils le faisaient, c'était comme une inspection. Chaque fois qu'ils passaient, ils regardaient l'appartement comme s'ils le notaient. « Tu n'as toujours pas réparé ce robinet.
Ou, Maël est trop maigre. Ils appelaient ça de l'inquiétude. J'appelais ça du contrôle avec des manières. Quand Maël a commencé l'école, ils offraient de l'aide, des trajets, de l'argent pour les fournitures, du babysitting. Chaque fois, c'était assorti de conditions. Si je prenais l'argent, j'en entendais parler pendant des mois. Si je disais non, j'étais trop fier. Au bout d'un moment, j'ai simplement arrêté de répondre quand ils appelaient. Cela ne les empêchait pas de se présenter quand même. Maintenant, assis près du lit de Maël, je voyais tout clairement. Chaque fois qu'il disait « famille », ce qu'il voulait dire, c'était « obligation ». Chaque fois qu'il disait « aide », il voulait dire « ne bouge pas pendant qu'on prend le dessus ». Et j'ai laissé faire pendant des années parce que je pensais que c'était ce que font les bons fils. L'infirmière est entrée et a ajusté l'un des moniteurs. Les chiffres de Maël étaient meilleurs. Un petit progrès, mais un progrès. J'ai remercié l'infirmière, et quand elle est partie, je me suis rassis et j'ai regardé le visage de ma fille. Même avec les tubes et les fils, elle avait l'air calme, plus forte que je ne me sentais la plupart du temps. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Mes parents ne m'ont jamais appris à quoi ressemblait l'amour. Ils m'ont appris à quoi ressemblait l'utilité. Pour eux, l'amour se mesurait en service, en obéissance, en la quantité que je pouvais donner avant de craquer. Mais Maël n'allait pas apprendre ça. Pas de ma part. Je me suis penché, j'ai touché doucement sa main et j'ai dit, « Tu n'es pas là pour réparer qui que ce soit, ma puce. Tu es juste là pour vivre. » Ses doigts ont tressailli. Un petit mouvement, presque rien, mais suffisant. Je me suis adossé à la chaise et j'ai laissé cette pensée s'installer. Je n'ai pas été élevé pour être aimé. J'ai été élevé pour servir. Mais ça s'arrête ici. Le lendemain, vers midi, j'ai vérifié mon téléphone pour la première fois depuis la dispute avec mon père. 32 messages manqués illuminaient l'écran. Tous provenant de la conversation de groupe de la famille Lambert, avec un emoji tournesol que Chloé avait ajouté il y a des années. Je l'ai ouverte. Maman avait envoyé une longue liste d'articles pour la fête de fiançailles de Chloé. Nappe, bougie. N'oublie pas d'apporter les chaises pliantes de ton garage. Chloé a répondu avec des photos de décoration, demandant quelle couleur de ballon s'accordait le mieux avec son thème. Quelqu'un d'autre a partagé un lien vers une playlist. Et papa avait écrit « Nous aurons besoin du camion pour 15 heures. Nicolas, ne sois pas en retard. » J'ai parcouru la conversation 2 fois, lisant les commentaires comme s'ils appartenaient à des étrangers. Aucun d'entre eux n'avait demandé de nouvelles de Maël. Pas un seul message ne mentionnait même son nom. J'ai tapé lentement, Maël est aux soins intensifs. Je ne viendrai pas. Ne me demandez pas d'argent. Ne me contactez pas, sauf si c'est à son sujet. Je l'ai regardé pendant quelques secondes avant d'appuyer sur envoyer. Les 3 petits points sont apparus instantanément. Maman a répondu la première, ta grand-mère aurait le cœur brisé si elle voyait à quel point tu es devenu froid. Puis Chloé, sérieusement, tu gâches mon week-end. C'est censé être mon moment de bonheur. Papa a suivi, grandis et arrête de tout ramener à toi. Les points ont de nouveau clignoté. Un autre cousin a ajouté, waouh, la famille, c'est la famille, mec. Une autre tante a écrit, tu ne peux pas rester en colère éternellement. Le déluge a continué. Des paragraphes, de la culpabilité, de vieilles histoires déformées pour prouver que j'étais égoïste. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre la table et je me suis rassis. L'écran continuait de s'allumer, vibrant encore et encore comme s'il refusait d'accepter le silence. Quand il s'est finalement arrêté, j'ai mis le groupe en sourdine pour 1 an. Pour la première fois, il n'y avait rien que je devais expliquer. Après ça, je suis allé dans mes emails et j'ai commencé à couper tous les anciens liens auxquels je pouvais penser. Compte joint avec mes parents d'il y a des années? Fermé. Paiements automatiques sur des cartes que Chloé utilisait pour les « urgences » annulé. Mot de passe changé. Chacun d'entre eux. Chaque clic me semblait plus purificateur. Pendant que je m'en occupais, une infirmière est venue vérifier les signes vitaux de Maël. Son état s'améliore, a-t-elle dit. Ses niveaux d'oxygène sont stables. J'ai hoché la tête et les remercié. L'infirmière a souri et est partie. J'ai regardé la main de Maël posée sur la couverture. Ses doigts tressaillaient de temps en temps. De petits mouvements qui me rappelaient qu'elle se battait encore.
J'ai murmuré, on va bien, ma puce. Ils peuvent faire leur fête. On reste ici. Je me suis adossé et j'ai pensé à comment toute ma vie avait été un bruit. Des appels constants, des exigences, de la culpabilité, des gens prétendant que c'était de l'amour tout en drainant chaque once de paix que j'avais. Le bruit avait rempli chaque espace jusqu'à ce que je ne réalise même plus à quel point j'étais fatigué. Maintenant qu'il avait disparu, cela semblait étrange, comme sortir d'une pièce bondée pour entrer à l'air libre, une sensation légère mais inconnue. J'ai regardé par la fenêtre. Il commençait à neiger dehors. De doux flocons collaient à la vitre. Je me suis souvenu de Maël, à 6 ans, attrapant des flocons sur ses gants et disant, chacun est différent, papa. Comme des empreintes digitales, mais en plus froid. Ce souvenir m'a frappé de plein fouet. Elle avait toujours été observatrice, perspicace d'une manière que la plupart des adultes ne remarquaient pas. J'ai pris sa tablette sur la table de chevet et j'ai lancé l'un de ses documentaires spatiaux préférés, laissant la voix calme du narrateur emplir la pièce. Dans le silence de l'espace, a-t-il commencé, tout bouge, mais rien ne fait de bruit. J'ai laissé cette phrase résonner. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de Chloé, en dehors de la conversation de groupe cette fois. Tu dramatises. Maman pleure maintenant. Tu aurais pu simplement dire que tu étais occupé. Je ne l'ai même pas ouvert entièrement. J'ai juste bloqué son numéro. Comme celui de mon père. Les bloqués n'affectaient pas la conversation de groupe de la famille, mais cela gardait mon téléphone silencieux. Pour une fois, il pouvait raconter l'histoire qu'il voulait. Je me fichais de la façon dont il la raconterait. J'ai reporté mon attention sur Maël. Le rythme régulier de sa respiration correspondait au poulant sur le moniteur. Les lignes se déplaçaient sur l'écran comme une preuve silencieuse de vie. Pendant des années, on m'avait appris à mesurer ma valeur par ce que je pouvais donner. De l'argent, du temps, de la patience, du silence. Tout cela échangé contre l'illusion de la paix. Maintenant, j'étais assis ici, sur une chaise d'hôpital, fauché de toutes les manières habituelles, mais finalement libre d'une seule. L'après-midi suivant, l'état de Maël était suffisamment stable pour que je puisse enfin respirer sans compter les secondes entre les bips de son moniteur cardiaque. Le médecin a dit qu'elle répondait bien. Pour la première fois depuis des jours, je me suis permis de croire qu'elle pourrait s'en sortir. Je venais de sortir pour prendre un café à la machine quand j'ai vu mon père marcher dans le couloir. Il n'était pas censé être là. Ses épaules étaient carrées, cette même démarche lourde qui emplissait chaque encadrement de porte quand j'étais enfant. Ma mère le suivait à quelques pas, serrant son sac à main comme si cela pouvait l'aider. Il n'a même pas cherché une infirmière ou un comptoir d'accueil. Il a marché droit vers moi. « Nicolas » a-t-il dit, assez fort pour que la moitié du couloir l'entende. « Nous devons parler. » Je n'ai pas bougé. « Tu ne devrais pas être ici. » C'était la veille de la fête de Chloé. Il était venu pour forcer les choses. Il s'est arrêté à quelques mètres, les yeux rivés sur les miens. Tu as bloqué mon numéro. C'est puéril. Tu penses que couper les ponts avec tout le monde fait de toi un bon père? J'ai jeté un coup d'œil au poste des infirmières. 2 d'entre elles faisaient semblant de ne pas regarder. Ce n'est pas l'endroit, ai-je dit. Maël se repose. C'est exactement l'endroit, a-t-il rétorqué. Tu as embarrassé ta famille dans cette conversation de groupe. Tu as humilié ta mère, ta sœur. J'ai dit la vérité, ai-je dit. Ce n'est pas de l'humiliation. C'est de la clarté. Il s'est approché. Tu parles comme un étranger. Depuis quand te comportes-tu comme si tu étais trop bien pour nous? J'ai gardé un ton égal. Depuis que tu m'as fait choisir entre ma fille et votre fête. Sa mâchoire s'est crispée. Ne déforme pas mes propos. Tu as toujours dramatisé. Une petite demande. Une petite demande? Les jeux coupés. Elle a 12 ans. Elle était branchée à un respirateur, et tu as appelé pour demander des décorations. Il a agité la main comme si de rien n'était. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est. Les fiançailles de ta sœur. Arrête, ai-je dit. Il n'a pas arrêté. Tu te prends pour une sorte de martyr parce que tu élèves un enfant seul? Tu laisses ça te définir depuis trop longtemps. Tout le monde perd des gens, Nicolas. Le couloir est devenu plus silencieux. J'ai senti mon pouce accélérer. Ne parle pas d'elle, ai-je dit. Il a croisé les bras.
Léa n'est plus là. Et se cacher derrière sa mémoire ne te rend pas vertueux. C'était ça. La limite. Celle qu'il n'avait pas le droit de franchir. Je me suis approché jusqu'à ce que nous soyons face à face. Ma voix est devenue basse. Tu ne prononceras plus son nom. Pas ici. Jamais. Pendant une seconde, il n'a pas réagi. Puis je l'ai vu, l'éclair rapide de quelque chose comme de l'incertitude. Il a essayé de se reprendre avec un ricanement. Tu me menaces maintenant? Non, ai-je dit. J'établis une limite. Vous partez maintenant. Il a regardé par-dessus mon épaule vers la chambre de Maël. Tu vas vraiment me mettre dehors devant tout le monde? Oui. Il m'a fixé, cherchant la partie de moi qui cédait autrefois. Quand il ne l'a pas trouvée, il a essayé une approche plus douce. Tu as changé, a-t-il dit. Ta mère a été malade à cause de ça. Maman s'est avancée, la voix tremblant juste assez pour paraître répétée. Nous voulions juste la voir, Nicolas. Tu ne peux pas nous tenir à l'écart pour toujours. C'est notre petite fille. C'est ma fille, ai-je dit, et elle n'est pas un accessoire pour le pardon familial. L'expression de maman s'est fissurée une seconde, puis s'est réinitialisée en déception. Tu ne penses pas ça. Je pense chaque mot. Le ton de papa a de nouveau changé, passant de la culpabilité à l'ordre. Si tu tournes le dos à ta famille, ne t'attends pas à ce que nous soyons là quand tu auras besoin d'aide. Je lui ai lancé un regard que j'avais pratiqué en silence pendant des années. Je n'ai jamais eu besoin de votre aide. Vous aviez besoin de la mienne. Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Derrière lui, une infirmière a commencé à marcher vers nous, probablement pour désamorcer ce qu'elle pensait être en train de se passer. J'ai levé la main pour lui faire savoir que tout allait bien. Mon père a vu le geste et a redressé son manteau. Tu vas le regretter. Peut-être, ai-je dit, mais pas aujourd'hui. Je me suis tourné vers ma mère. Rentre à la maison, maman. Elle se remet encore. Ce n'est pas bon pour elle. Elle a hésité. Tu fais vraiment ça? Je fais vraiment ça. Papa a marmonné quelque chose dans sa barbe, puis s'est retourné et s'est éloigné. Maman l'a suivi, jetant un dernier regard en arrière avant de le rattraper. Quand ils sont partis, l'infirmière s'est approchée. Ça va? Ça va, ai-je dit. Désolé pour ça. Elle a hoché la tête. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. J'ai attendu qu'il disparaisse dans le couloir avant de retourner dans la chambre de Maël. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai pris sa main. Ses doigts se sont légèrement enroulés autour des miens, plus par instinct qu'autre chose. Pendant des années, j'avais confondu la soumission avec la paix, pensant que rester silencieux empêchait les choses de se briser, mais cela ne faisait qu'approfondir les fissures. Maintenant, avec leur départ, je ne ressentais pas exactement du soulagement. C'était autre chose, une quiétude qui ne demandait pas de permission. J'ai regardé son visage endormi et j'ai dit doucement, je n'ai pas gagné, ma puce. J'ai simplement arrêté de perdre. À la fin de la semaine, Maëlle respirait de nouveau par elle-même. Pas de tube, pas de masque à oxygène, juste elle dormant sous une fine couverture d'hôpital, sa poitrine se soulevant régulièrement et lentement. Le médecin a dit qu'elle sortirait probablement dans quelques jours si son état continuait de s'améliorer. C'était la seule chose qui comptait. Je vivais de café de distributeur et de 4 heures de sommeil par nuit, mais je m'en fichais. Chaque bon rapport était comme une victoire. Le premier signe des retombées est arrivé 2 matins plus tard. Un collègue m'a envoyé une capture d'écran de Facebook. Mon père avait posté un long paragraphe sur le fait d'être trahi par son propre sang, et de perdre confiance en quelqu'un qui était censé diriger la famille. Mon nom n'y figurait pas, mais ce n'était pas nécessaire. La moitié des commentaires étaient des gens écrivant « Reste fort, Gérard ». Maman a ajouté son propre message cet après-midi-là, une photo d'elle et Chloé s'enlaçant lors de l'installation de la fête de fiançailles avec une légende sur le fait de s'appuyer sur ceux qui croient encore en la famille. Puis Chloé est passée à l'action. Sur sa story Instagram, elle a posté « Certaines personnes oublient qui les a nourries quand elles avaient faim. Mais ce n'est pas grave. Dieu voit tout. Je n'ai même pas eu besoin de faire défiler pour savoir qu'ils parlaient tous de moi. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé par la fenêtre le parking en contrebas, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste une sorte de distance,
comme si je regardais des étrangers rejouer quelque chose dont j'avais fait partie. Ce soir-là, j'ai reçu la première alerte par email. Une transaction refusée sur une vieille carte de crédit, une qui était censée être inactive puis une autre. 215 € dans un magasin d'articles de fête, puis 550 € d'un service de traiteur. Ces vendeurs avaient encore mon ancien numéro enregistré dans leur profil, alors ils ont essayé de l'utiliser. J'ai appelé la banque immédiatement. La femme au bout du fil a consulté mon compte. Il semble que quelqu'un ait essayé d'utiliser votre ancienne carte, a-t-elle dit. Reconnaissez-vous le commerçant? Ouais, ai-je dit. Malheureusement, oui. Elle m'a demandé si je voulais porter plainte. Je lui ai dit, non, fermez juste tout. Nous avons examiné mes activités récentes et signalé chaque prélèvement récurrent. La représentante a lu le nom des commerçants. Je les ai notés. La banque a fermé la carte et bloqué les nouvelles transactions. Après avoir raccroché, j'ai appelé chaque entreprise moi-même, j'ai retiré mon nom du compte de service public, j'ai fermé le paiement automatique de la carte d'essence et j'ai annulé le renouvellement automatique de la carte Carrefour. Chaque clic me semblait plus purificateur. Quand l'appel s'est terminé, la représentante a dit, « Tout est sécurisé maintenant, monsieur Lambert. Vous pouvez y aller. » Pendant une seconde, cette phrase a semblé plus grande que ce qu'elle voulait probablement dire. Le lendemain, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. « Tu n'étais pas obligé d'employer les grands moyens. Tu nous mets dans l'embarras. » Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, un autre. « Papa a dit que tu avais bloqué l'accès de la famille au compte. Il est furieux. » J'ai bloqué le numéro. Vendredi, les rumeurs avaient commencé à circuler dans la famille élargie. Ma tante a envoyé un message disant « Tes parents nous ont dit que tu avais vidé leurs économies. » Je lui ai dit que c'était impossible, étant donné que je n'avais jamais eu accès à leurs économies. Elle a répondu « Je ne veux pas être au milieu de ça. » Cela m'allait très bien. J'ai arrêté de consulter les réseaux sociaux après ça. Chaque fois que j'ouvrais une application, il y avait une demi-vérité partagée comme si c'était parole d'évangile. Il me dépeignait comme froid, ingrat, égoïste. J'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer d'éviter d'être qualifié de ces choses. Maintenant, les entendre ne me piquait même plus. La nuit, quand Maëlle dormait, je m'asseyais sur la chaise près de son lit et je notais chaque compte, chaque identifiant, chaque détail de paiement que je devais corriger. C'était un travail ennuyeux, mais cela me donnait un objectif, quelque chose de solide. J'ai annulé le forfait téléphonique familial qui était encore à mon nom. J'ai appelé la compagnie d'électricité et je me suis retiré du compte de la maison où je n'avais pas vécu depuis plus d'une décennie. J'ai changé mes mots de passe de mail, mes numéros de récupération, même mon identifiant Amazon. Un par un, j'ai fermé toutes les portes qu'ils avaient l'habitude de franchir sans frapper. L'infirmière qui avait été de service toute la semaine s'est arrêtée avec des draps propres. Elle a de la chance d'avoir un père comme vous, a-t-elle dit en désignant Maëlle du menton. J'ai souri. Je pense que c'est moi qui ai de la chance. Quand elle est partie, je me suis rassis, j'ai étiré mes jambes et j'ai laissé ma tête reposer contre la chaise. Pour la première fois, il n'y avait pas de téléphone qui vibrait, pas de culpabilité pesant sur ma poitrine. Maëlle a bougé, à moitié réveillée. Papa, a-t-elle murmuré. Je suis là, ai-je dit. Ses yeux se sont un peu ouverts. On rentre bientôt à la maison. Ouais, lui ai-je dit. Bientôt. Elle a souri faiblement. On peut avoir des crêpes d'abord? J'ai ri doucement pour ne pas déclencher le moniteur. Ouais, ma puce. Des crêpes d'abord. Elle s'est rendormie. Je l'ai regardée pendant longtemps. La montée et la descente régulière de sa respiration. Chaque son dans cette pièce était prévisible. Le bip du moniteur, la bouche d'aération, le faible bourdonnement des néons. Après des mois de bruit de la part de gens qui n'écoutaient jamais, ce genre de prévisibilité ressemblait à la paix. Ma famille pouvait dire ce qu'elle voulait. Elle pouvait déformer chaque histoire jusqu'à ce que j'aie l'air du méchant. Mais la vérité était simple. Je ne réagissais plus. J'ai regardé Maëlle, en sécurité et tranquille, et j'ai réalisé que le silence n'était pas la solitude. C'était la liberté. Une semaine plus tard, le médecin a signé les papiers de sortie et Maëlle est rentrée à la maison. L'appartement semblait étranger, comme si nous réintégrions nos propres vies après avoir été absents trop longtemps. L'air sentait différemment. De l'air véritable,
pas le genre stérile qui bourdonnait dans les conduits d'aération de l'hôpital. Elle est entrée lentement, encore un peu pâle, un oxymètre de pouls à pince au doigt. La maison, a-t-elle dit doucement, puis plus fort, la maison. J'ai souri. Ouais, enfin. Nous avons d'abord déballé ses affaires. La pile de cartes de bon rétablissement de ses camarades de classe, son astronaute en peluche, la couverture qu'une des infirmières lui avait donnée. J'ai nettoyé pendant qu'elle se reposait sur le canapé, puis j'ai préparé une soupe, celle qu'elle aimait avec de minuscules nouilles en forme de lettres. Cette première nuit, elle a insisté pour dormir dans son propre lit. J'ai vérifié son oxymètre de pouls plus que nécessaire, mais cela ne la dérangeait pas. Tu es comme un système de sécurité, a-t-elle dit, à moitié endormie. Ouais, ai-je dit. Un qui ne s'éteint pas. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, et pour la première fois, cela ne ressemblait pas à un autre jour à survivre. C'était juste un jour. Nous avons repris une routine. Des choses simples. Petit déjeuner, médicaments, une petite promenade dehors, les devoirs étalés sur la table. Elle dessinait des planètes sur ses feuilles de maths. Je les laissais faire. Mercredi, je suis retourné au travail pour quelques heures. Mes élèves m'ont surpris. Une note de « Bienvenue » était collée sur le tableau blanc. Des blagues étaient écrites dans les coins. Le directeur m'a dit d'y aller doucement. Je lui ai dit que c'était mon intention. Cet après-midi-là, Maëlle et moi avons de nouveau fait des crêpes, cette fois en forme d'étoile. Elle a ri quand l'une d'elles s'est effondrée. C'est une supernova, a-t-elle dit. Elle avait raison. Le calme n'a pas duré longtemps avant que quelqu'un n'essaie de l'interrompre. Vendredi matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Une minute plus tard, il a de nouveau vibré. Cette fois, j'ai répondu. Monsieur Lambert ? Une voix familière a dit, c'est le père Thomas. Bien sûr que c'était lui. Vos parents m'ont demandé de prendre de vos nouvelles. Ils s'inquiètent pour vous et Maëlle. J'ai gardé un ton poli. Nous allons bien, père. Merci d'appeler. Il a hésité. Il ne voulait pas vous contrarier, Nicolas. La famille peut devenir. Je sais ce que la famille peut devenir, ai-je dit. J'apprécie votre inquiétude, mais nous allons bien. Voulez-vous que je leur dise ça? S'il vous plaît. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse en dire plus. Pour le reste de la journée, mon téléphone est resté silencieux. Cela ressemblait à un progrès. Ce soir-là, Maëlle et moi étions assis sur le canapé à regarder un documentaire sur la nature. Au milieu, elle a penché la tête sur mon épaule. L'interruption suivante est venue 2 jours plus tard. Un SMS de Chloé d'un numéro différent, le téléphone de Romain. Et, je sais que les choses sont bizarres. Romain et moi aurions besoin d'un coup de main ce mois-ci. Le loyer est serré, juste le temps qu'on se remette sur pied. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu, je ne suis pas ta banque. Je suis ton frère. Il y a une différence. Elle l'a vu instantanément. Tu n'as pas à être méchant, a-t-elle répondu. Je ne suis pas méchant, ai-je écrit. Juste fini. Quand elle a répliqué, j'ai aussi bloqué le numéro de Romain. J'ai posé le téléphone face contre la table et je n'y ai plus touché. Après ça, le calme s'est installé comme un meuble qui a enfin trouvé sa place dans la pièce. Maëlle s'est remise à dessiner, des fusées, des comètes, même quelques robots. Nous faisions de courtes promenades après le dîner, sa main dans la mienne, l'air frais mais pas froid. Elle parlait de son projet de science comme s'il s'agissait d'une mission classifiée. J'écoutais chaque mot. Un soir, alors qu'elle dessinait à table, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur un email du rectorat. Ils avaient besoin de quelqu'un pour diriger l'équipe du concours régional de physique cette année. J'ai failli dire non par habitude, puis j'ai changé d'avis. J'ai répondu oui. Quand je l'ai dit à Maëlle, ses yeux se sont illuminés. Tu vas gagner, a-t-elle dit. J'ai ri. Il ne s'agit pas de gagner. Tout est une question de victoire, a-t-elle dit. Même la paix. Elle s'est remise à dessiner comme si elle n'avait pas juste dit quelque chose de plus intelligent que la plupart des adultes que je connais. La semaine suivante s'est déroulée sans incident de la meilleure façon possible. Travail, cuisine, devoirs, sommeil. Pas d'appels téléphoniques inattendus, pas de culpabilisation, pas de compte mystérieusement rouvert. Juste normal.
J'ai réparé la chaise de cuisine bancale que j'ignorais depuis des mois. J'ai remplacé l'ampoule dans le couloir. Maëlle m'a taquiné pour avoir enfin fait des corvées. Tu es sur une bonne lancée, a-t-elle dit. Ne porte pas la poisse, lui ai-je dit. Dimanche soir, nous avons fait des tacos et regardé un film. Au milieu, elle s'est endormie contre mon bras, sa respiration régulière et douce. J'ai coupé le son de la télé et je suis resté assis là. C'est là que ça m'a frappé. Voilà à quoi ressemblait vraiment la paix. Pas un grand moment ou une fin parfaite, juste de petites choses qui ne faisaient pas mal. 3 semaines se sont écoulées sans un seul SMS, appel ou rumeur. Le calme est resté constant, et je m'y suis habitué. Maëlle était de retour à l'école, en bonne santé, pleine de blagues à nouveau. L'appartement semblait enfin être le nôtre. Pas de fantômes, pas de bruit, juste la vie. C'est un samedi matin que l'on a frappé à la porte. 3 coups brefs, puis le silence. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert la porte, Gérard et Hélène étaient là. Mon père portait une flanelle repassée comme s'il essayait d'avoir l'air décontracté. Ma mère serrait une petite boîte emballée dans du papier argenté. Ils semblaient tous les deux plus petits, en quelque sorte, non pas physiquement, mais en présence. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Maëlle est arrivée en courant du salon. Mamie. Papy. Sa voix était si joyeuse que j'en ai eu le souffle coupé. Elle les a serrés tous les deux dans ses bras avant que je puisse réagir. Mon premier instinct a été de leur dire de partir, de protéger la paix que j'avais construite. Mais en voyant son visage, cette sorte d'excitation pure, je n'ai pas pu. Je me suis écarté. 5 minutes, ai-je dit. Elle vient de se remettre d'une maladie. Papa a hoché la tête. C'est juste. Ils sont entrés lentement, comme s'ils avaient peur de casser quelque chose. Elle leur a fait signe de s'asseoir, mais papa est resté debout. Maman lui a tendu la boîte. C'est pour toi, a-t-elle dit doucement. Maëlle a déchiré le papier et ses yeux se sont écarquillés. C'est le télescope. Celui du catalogue. Elle l'a tourné et retourné dans ses mains comme si c'était un trésor. Papa, regarde. J'ai regardé. C'était le même modèle qu'elle m'avait montré en ligne des mois auparavant, celui pour lequel je lui avais dit que nous économiserions après les factures d'hôpital. Elle les a de nouveau serrés dans ses bras avant de courir dans sa chambre pour lui trouver une place. Le silence qui a suivi était lourd mais pas hostile. Papa s'est raclé la gorge. Nous ne sommes pas venus pour nous battre. Bien, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois, lentement. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai trop insisté. Je pensais que garder le contrôle signifiait garder la famille unie. Maman a ajouté, nous voulions seulement aider, mais nous avons empiré les choses. Elle me manque. Maëlle me manque. J'ai croisé les bras. Vous auriez pu simplement dire ça au lieu d'envoyer le père Thomas ou d'essayer de me ruiner en ligne. Papa a grimacé. Tu as raison. Pas d'excuse. Aucune tentative de se justifier. C'était nouveau. Je me suis assis en face d'eux. Je vais le dire une fois, mais il y a des règles. Maman a hoché la tête. Tout ce dont tu as besoin. Pas de manipulation, ai-je dit. Pas de culpabilisation, pas de sujet d'argent. Et vous ne vous présentez plus à l'improviste. Envoyez un SMS d'abord et attendez que je dise oui. Papa m'a regardé longuement, puis a dit, compris. Maëlle est revenue, serrant la boîte du télescope. On peut le monter ce soir? On peut, ai-je dit, si le ciel est dégagé. Maman lui a souri, avec prudence mais chaleur. Nous aimerions voir ça aussi, si ça ne te dérange pas, j'ai regardé Maëlle, pas eux. Elle souriait de toutes ses dents. Et c'était ma réponse. On verra, ai-je dit. Après leur départ, l'appartement est redevenu silencieux. Mais cette fois, il ne semblait pas envahi. Juste ajusté, comme si une fenêtre s'était ouverte une minute puis s'était refermée. Cet après-midi-là, je faisais la vaisselle quand on a de nouveau frappé. 2 coups, puis un de plus. Un rythme différent. Quand j'ai ouvert la porte, Chloé était là. Romain se tenait un pas derrière elle, les mains dans les poches, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Chloé avait l'air nerveuse. Son maquillage était minimal, sa voix plus basse que d'habitude. On peut parler?
Je me suis appuyé sur le cadre de la porte. Ça dépend. De quoi? Elle a dégluti. De tout. Surtout de moi. Maëlle a jeté un coup d'œil depuis le couloir. Tante Chloé? Chloé a souri un peu. Salut, ma puce. Je me suis écarté, leur faisant signe d'entrer. Faites vite. Chloé s'est tenue près du comptoir, tournant une bague à son doigt. J'ai été égoïste, a-t-elle dit. J'ai tout ramené à moi, même quand tu essayais juste de protéger Maëlle. J'ai dit des choses en ligne que je n'aurais pas dû. Je suis désolé. Romain a hoché la tête. Ça fait un moment qu'elle veut dire ça. Chloé a continué. Je sais que des excuses ne réparent pas ce que nous avons fait, mais je ne veux pas que Maëlle grandisse en pensant que nous nous détestions. Maëlle s'est avancée. Je ne pense pas ça. Je n'aimais juste pas quand tout le monde était méchant avec papa. Cette simple phrase m'a frappé plus durement que n'importe quoi d'autre n'aurait pu le faire. Chloé l'a regardé, les yeux vitreux. Tu as raison, a-t-elle dit. Nous avons été méchants. Tu ne méritais pas ça. Maëlle a hoché la tête.